Station Belmont, bonjour. Oui, bonjour, c'est la cliente mystère. Ça va bien? Oui. Je vous appelle pour une information. Oui. J'ai des questions pour vous concernant le DC et le DCC. Vous pouvez m'aider? Bien sûr. Bonjour, figurez-vous que la cliente mystère nous a appelé aujourd'hui et nous a posé une question pour son conjoint, à savoir quelle est la différence entre le DC et le DCC. Alors, pour expliquer le DC, j'ai mis un gilet vintage de hockey, un vieux gilet des North Stars du Minnesota pour la plupart des gens qui ont moins de 30 ans. Ils ne connaissent pas le logo de cette équipe, mais ce que je voulais surtout, c'est justement montrer ce que c'est qu'un train DC, ou plutôt une source de courant et un rail DC. DC pour Direct Current, c'est-à-dire du courant continu variable. Nous avons ici une source de courant avec un potentiomètre. Et plus je donne du courant à mon rail, plus je fais varier le voltage en l'augmentant, plus ma locomotive va rouler vite. Démonstration, je donne du courant et tranquillement ma locomotive se met à avancer. Les trains électriques ont fonctionné comme ça pendant les 100 dernières années et ça a toujours bien fonctionné. J'inverse la polarité du courant de mes deux rails et la locomotive se met à rouler en sens inverse. Comme je vous dis, c'est un système qui fonctionne bien, qui a toujours bien fonctionné, mais qui avait ses petits accros parce que justement, lorsqu'on avait une deuxième locomotive, bien, si on la mettait sur le même rail, bien, les deux locomotives roulaient ensemble en même temps. C'est impossible de contrôler nos deux locomotives sur le même rail de manière indépendante. Dès que je joue avec mon courant, les deux locomotives font exactement la même chose. Si j'inverse le courant, puis je dis je voudrais ramener la jaune, bien la verte fait la même méthode. Fait que pour pouvoir bouger des locomotives de manière indépendante sur un rail DC, bien, il fallait couper notre rail, il fallait mettre des joints de plastique, et avoir ce qu'on appelait des blocs, des sections de rails qui étaient isolées, sur lesquelles, en jouant avec des interrupteurs on-off, on pouvait arrêter une loco dans une section de rail, éteindre l'alimentation de notre section, et on pouvait continuer à jouer avec l'autre loco qui, elle, était sur une section encore alimentée en électricité. C'était la façon de faire avec le vintage DC. Ça fonctionne encore très bien. Il y a beaucoup d'hobbyistes qui sont en DC. Ça roule bien, ça fonctionne bien. Mais depuis une vingtaine d'années, la grosse mode, c'est le DCC. Et là, le DCC, c'est dommage parce que ce sont les mêmes lettres. C'est Digital Command Control, et là on entre dans une toute autre façon d'alimenter nos rails, et pour différencier nos locomotives, elles devront être équipées d'une puce électronique, d'un décodeur pour les rendre uniques les unes des autres. Maintenant, parlons du DCC, qui est la voie de l'avenir au niveau du train miniature. On va faire notre test en DCC avec nos locomotives à l'échelle N. Si vous remarquez, les deux locomotives en ce moment ont leur lumière allumée parce que présentement, tout le réseau est électrifié
avec du courant alternatif, 24 volts. Comment ça se fait si j'ai du courant alternatif, que mes locaux ne roulent pas? Ça, c'est le système qui me parle. Les locaux ne roulent pas parce que entre le courant du rail et le moteur, il y a un décodeur. Le décodeur, c'est une petite pièce d'électronique qui, justement, s'alimente continuellement de courant. Et lorsque nous donnons des commandes à notre système par code binaire, l'électricité est transmise du décodeur en courant continu vers le moteur, ce qui nous permet de rouler nos locomotives dans une direction ou dans l'autre. Si je bouge ma première locomotive, on constate que je peux bouger une des deux locomotives et l'autre, qui est pourtant sur le même rail, aussi alimenté en courant, reste à l'arrêt. Je peux donc jouer de manière très réaliste avec une locomotive plutôt que l'autre, et pourtant je suis sur le même réseau. Je peux donc faire des manœuvres avec mes locomotives, et c'est extrêmement réaliste, car justement, comme dans la vraie vie, je peux contrôler sur le même rail plusieurs locomotives de façon indépendante les unes des autres. Je n'ai plus besoin de faire des blocs pour isoler mon rail, pour faire des coupures de courant. Au contraire, en DCC, je veux alimenter l'entièreté de mon réseau pour avoir du courant partout, pour que toutes mes pièces d'équipement soient alimentées en courant, ne serait-ce que pour avoir l'éclairage sur mes deux locomotives. Le DCC a été développé en Allemagne. À ma connaissance, le premier groupe à avoir fabriqué des systèmes DCC, c'est la compagnie Lenz, L-E-N-Z. Et dans les débuts du DCC, la plupart des fabricants vendaient des locomotives avec des décodeurs Lenz dans leurs locomotives. À l'échelle N, entre autres, Atlas a fait pendant plusieurs années des ventes de locaux déjà équipés de décodeurs Lenz. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les trois principaux fabricants de systèmes et de décodeurs nord-américains, soit NCE, MRC, Digitrax. Il n'y a pas de mauvais système DCC. Par contre, c'est important d'établir nos besoins, car chaque système DCC va avoir des caractéristiques différentes les unes des autres. Je compare les systèmes DCC aux autoroutes qu'il y a dans le monde. Par exemple, ici au Québec, nous avons des routes ou des autoroutes en kilomètres/heure, soit le système métrique, et nos conduites se font à gauche à l'intérieur de la voiture. Vous passez la frontière, vous descendez aux États-Unis, c'est exactement les mêmes voitures, mais les autoroutes ne sont plus en kilomètres à l'heure, elles sont en milles à l'heure. Donc, il y a une petite adaptation. Ce n'est pas épouvantable, mais il y a effectivement une adaptation. On pourrait dire qu'au Québec, nous avons le système MRC et aux États-Unis, ils auraient le système NCE. Les deux sont très comparables l'un de l'autre, mais il y a quelques petites variantes d'un système à l'autre. Si toutefois vous traversez l'Atlantique et vous allez en Angleterre, c'est le système anglais. Donc, encore une fois, leurs autoroutes sont en milles à l'heure, comme aux États-Unis. Par contre, au niveau de la conduite automobile, la personne est assise à droite et la conduite se fait à contresens de ce que nous connaissons en Amérique du Nord. Il y a une plus grande adaptation avec le système anglais. Je pourrais dire que c'est le système de Digitrax. Parce que oui, le système Digitrax est un peu différent de MRC et de NCE. Ce qui est très important de savoir au moment de faire le choix
de l'achat de votre système, c'est sa capacité de vous donner des ampères. Plus le système est cher, plus il est capable de vous donner des ampères. Plus vous avez d'ampères, plus de locaux vous pouvez rouler en même temps, sur le même rail, au même moment. J'ai sur le rail en ce moment 2 locomotives et, comme je vous disais un peu plus tôt, l'entièreté du réseau est alimentée en électricité. Fait que oui, il y a un paquet de lumières, des LED, qui sont en fonction. Mais des LED, ça ne consomme pratiquement pas de courant. Fait que oui, il y a du courant sur le rail, mais c'est minime la consommation d'ampères. Au moment où je vais bouger mes locomotives, ben oui, elles vont consommer un certain ampérage, mais c'est minime. En ce moment, ma locomotive qui bouge prend peut-être 0,2 ou 0,3 ampères. Donc, si j'en avais 3 ou 4 en même temps qui rouleraient, ben peut-être que j'irais chercher 1 ampère. Peut-être. Donc, un système de 3 ampères vous permettrait de rouler potentiellement un train de 10-12 locomotives en même temps. Si vous avez un système de 5 ampères ou de 10 ampères, comme la plupart des clubs ont, bien là, vous pouvez grimper avec des nombres très importants de trains, de locomotives qui roulent sur le même réseau en même temps, contrôlés par plusieurs membres. La capacité en ampères, mais aussi est-il un système avec fil ou un système sans fil? Parce que moi, je pourrais le débrancher. Moi, j'ai le système sans fil. Il y a quand même un petit bout de fil là, sur mon système parce que je ne veux pas toujours utiliser des batteries. Mais pour les besoins de la cause, aujourd'hui, je l'ai mis avec un fil, alors que mon réseau pourrait très bien fonctionner sans fil. J'ai juste à mettre une batterie dans mon contrôleur. Chaque compagnie a des systèmes avec fil et des systèmes sans fil. Donc, encore une fois, un système sans fil coûte beaucoup plus cher qu'un système avec fil. Avec fil, très, très, très fiable parce que vous êtes continuellement branché. Sans fil, ben, à mesure que votre batterie s'épuise, des fois, l'information transige moins bien avec votre système. Si vous voulez vraiment l'ultime plaisir du train miniature et que vous voulez avoir des locomotives équipées du son de vos machines, évidemment, un décodeur équipé des options sonores va manger plus d'ampères qu'une locomotive sans le son. Encore une fois, ce n'est pas des ampères de consommation, ce sont des milliampères, mais tout de même, il faut prendre ça en considération. Donc, mes 2 locomotives ici n'ont pas de son et nous avons fait le test avec un ampère-mètre. J'ai déjà fait un train avec 17 locomotives que j'ai parti en même temps et les 17 sont partis en même temps et j'ai eu un pic au moment de l'accélération. J'ai atteint 4 ampères avant de se stabiliser à environ 3,5. Fait que c'est quand même beaucoup de locomotives que vous pouvez vous permettre avec très peu d'ampères. Si vous avez des locomotives HO, avec le son, c'est environ 0,7-0,8 ampères pour les locomotives dernier cri, les plus récentes. Si vous avez des locomotives un peu plus âgées, d'une dizaine d'années, 15 ans, ça se peut que vous dépassiez 1 ampère de consommation. Mais il n'en reste pas moins que sur un système qui vous donne 3 ampères, vous pourriez probablement rouler 3 ou 4, peut-être même 5 locaux qui seraient équipés d'un décodeur avec son. J'ai choisi Digitrax parce que, principalement, au moment où j'ai fait ma conversion vers le DCC, j'avais encore énormément de locomotives sans décodeur. Le système de Digitrax, c'est le seul parmi les 3 nord-américains qui vous permet de prendre une locomotive sans qu'elle soit équipée d'un décodeur
de la mettre sur votre rail de courant alternatif et de pouvoir jouer avec votre locomotive. Donc, quelqu'un qui aurait plusieurs vieilles locomotives, ce n'est pas parce qu'il s'en va vers le DCC qu'il doit obligatoirement tout convertir du premier coup. Vous pouvez y aller par étapes et choisir vos meilleurs locaux, vos locomotives préférées, vos coups de cœur et tranquillement convertir d'un décodeur vos locomotives. Ou sinon, si vous avez un système de Digitrax, vous pouvez quand même la mettre sur le rail et jouer avec, malgré qu'elle ne soit pas équipée d'un décodeur. C'est quand même important de le spécifier. Maintenant que vous savez que vous pouvez convertir des locomotives pour faire la transition vers le DCC, comment savoir si vos vieilles locomotives sont convertissables ou non? Absolument tous les trains miniatures peuvent être convertis au DCC. Est-ce que ça vaut la peine? Non. Des fois, le décodeur vaut plus cher que la valeur de votre locomotive. C'est d'essayer de prendre une vieille télévision noir et blanc et d'en faire une télévision HD haute définition. Il y a une technologie à un moment donné que ça ne vaut plus la peine. Cependant, si vous êtes quelqu'un qui courait les expositions ou marketplace ou peu importe et qui achetait des locomotives usagées dans le but peut-être un jour de les convertir, que ce soit à l'échelle N ou HO, il est écrit sur la boîte DCC Ready. C'est-à-dire que l'espace a été prévu à l'intérieur de la locomotive pour y installer un décodeur. Et lorsque la locomotive est équipée, elle est déjà équipée d'un décodeur, il sera écrit DCC Equipped, équipé du DCC. Si votre loco a le son, donc la crème de la crème, il est écrit DCC and Sound. Donc, elle est déjà un décodeur avec le son d'intégrer, ou en tout cas, au moment de la fabrication, au moment de la vente originale, la loco avait un décodeur son. S'il n'y a rien d'écrit, c'est que la loco est en mode analogique, le fameux DC. Si on pense au populaire Athearn Blue Box, c'était des locomotives dont il n'y avait pas d'espace prévu pour faciliter l'installation d'un décodeur. Si maintenant vous me posez la question, Jean-François, quels sont les meilleurs décodeurs sur le marché? Je vous dirai que l'entièreté de mon réseau est équipée de décodeurs TCS. Train Control System, qui est une petite entreprise familiale en Pennsylvanie. Les décodeurs sont un petit peu plus chers pour des décodeurs génériques, sans son, c'est vrai. Par contre, ce sont des décodeurs qui sont garantis à vie. C'est-à-dire que vous achetez un décodeur, vous l'installez dans votre locomotive, vous faites une gaffe, vous prenez une loco, vous la trempez dans votre café, vous brûlez le décodeur va vous être remplacé gratuitement. La compagnie MRC, qui fabrique de bons systèmes, au niveau de leur décodeur, moi, j'ai un peu de réticence. J'ai eu beaucoup plus d'histoires d'horreur avec des décodeurs MRC que toute autre entreprise. Et pour être franc avec vous, retourner un décodeur MRC sous garantie, c'est pratiquement une enquête de la CIA qui va vous être incombée. C'est très, très, très compliqué. Le système après-vente, le service à la clientèle est pratiquement inexistant, alors que chez TCS, fantastique. Pour vous donner une idée, dans les 10 dernières années où j'ai installé environ 1000 décodeurs, les décodeurs MRC, j'ai un ratio de défectueux de 50%. C'est un décodeur sur deux que
j'ai installé qu'il y avait des défauts que j'ai dû recommencer, alors que chez TCS, j'ai un ratio d'environ 5% de marge d'erreur. Au niveau des décodeurs son, ben vous aviez, et ça existe encore, Tsunami ou Econami. Maintenant, ils ont une version plus économique du décodeur Tsunami de la compagnie Soundtrax. Il y a quelques années, Soundtrax se retrouvait dans la plupart des locomotives avec le son. Et aujourd'hui, ben, c'est Esulog-Sound qui a vraiment pris le marché. Que ce soit Kato, Atlas, Intermountain, Bowser, Rapido et maintenant Walters et commencement de Bachmann, c'est énorme. C'est pratiquement tous les manufacturiers qui s'en vont avec Esulog-Sound. Il n'y a que Broadway Limited qui a encore son propre décodeur, le Paragon, et il y a plusieurs versions du Paragon. Je pense qu'ils sont rendus, là, les derniers décodeurs, c'est la version 5, mais il y a encore des locomotives avec la version 4 et la version 3 sur le marché aujourd'hui. Et même Kato, qui fabrique, selon moi, les meilleures locomotives au monde, Kato a toujours refusé de partager, ou plutôt d'associer son nom à une autre compagnie, parce que Kato disait « Nous fabriquons les meilleures locomotives au monde, vous, le consommateur, vous en ferez ce que vous voulez. » Donc, si vous voulez convertir une locomotive Kato au DCC, vous installerez le décodeur de votre choix. Nous, Kato, ne touchons pas à ça. Et depuis environ 3 ans, Kato installe dans son usine des décodeurs TCS pour ce qui est des décodeurs génériques sans le son. Et maintenant, depuis quelques mois, on commence à recevoir des locomotives équipées Kato. On parle toujours de locomotives Kato équipées de décodeurs son Esulog-Sound. Ce que ça veut me dire à moi, c'est que Kato, qui ne voulait pas partager son nom, qui ne voulait pas cochonner son nom en s'associant à un produit défectueux, ben, pour qu'ils mettent des décodeurs TCS et Esulog-Sound, la version avec le son, ben, ça m'en dit beaucoup sur la qualité des décodeurs chez TCS et chez Esulog-Sound. Parce que Kato accepte de partager son nom avec ces deux manufacturiers de décodeurs. Alors, madame la cliente mystère, est-ce que j'ai su répondre à vos questions? Oui, oui, merci beaucoup. Au revoir.